Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça fait... The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation sur la Corée. Ce soir, nous allons vous présenter un pays qui n'est pas tellement populaire au Québec pour une raison quelconque. Et nous allons essayer maintenant de voir là pour quelle raison et comment faire là pour la rendre un petit peu plus présente. Alors, avez-vous entendu peut-être parler du rappeur Psy et de sa danse Gangnam Style qui fait fureur sur YouTube de ce temps-ci? Conduisez-vous une Kia, une Sonata, une Elantra de Hyundai? Roulez-vous sur des pneus Kumho, Hankook? Est-ce que vous avez un téléphone intelligent Samsung? Ou même goûter du ginseng ou le kimchi? Eh bien, vous êtes peut-être prêt pour aller en Corée, qui sait? Savez-vous que 10 millions de visiteurs y sont allés cette année seulement? Pourquoi n'étiez-vous pas du nombre? Eh bien alors, 10 millions de visiteurs, mais ma foi, d'où viennent-ils? Eh bien, en réalité, beaucoup viennent de l'Asie parce qu'il y a eu une vague de publicité de la Corée qui s'appelle la vague Hallyu, qui est caractérisée par toutes sortes de cinémas, de films et de téléséries, de danse moderne, de K-pop, etc. Et cela a donné un engouement pour les choses coréennes en Asie énorme. Et cela a besoin encore de traverser l'océan pour venir jusqu'à nous. Cependant, la plupart des gens ne savent pas que la Corée a joué un rôle extrêmement important sur le développement de la culture nord-asiatique, en ayant été le pont principal entre la culture chinoise et celle du Japon, à laquelle elle a contribué une bonne partie du fondement de sa civilisation. Alors à l'heure actuelle, le Touran International, qui fait déjà la Corée depuis bien des années, offre des circuits qui sont en portion terrestre, donc un escale à Séoul pour les gens qui reviennent avec Korean Air du Vietnam, par exemple. Nous avons ici les Trésors Royaux, un programme de 7 jours, et un autre, le parcours du lettré, qui fait 11 jours, et qui permet d'avoir quand même une bonne vue d'ensemble du pays. Ces programmes ne contiennent pas la portion aérienne. Les prix avec les avions sont souvent moins chers au cas par cas que s'ils sont intégrés à ces circuits longtemps d'avance. Alors, voyons quelles attentes exactement. Qu'est-ce que c'est que la Corée? Bon, tout d'abord, le pays est compact. On parle de la Corée du Sud, évidemment. 500 km de long par environ 200 km de large. Le plus important dépositaire de la culture confucéenne en Asie. Elle a une très longue liste d'inventions et de grandes réalisations. Les constructions sont faites pour se protéger de l'hiver, alors qu'au Japon, elles sont plutôt pour se protéger de la chaleur d'été. C'est le deuxième pays chrétien en Asie après les Philippines, avec beaucoup de pasteurs presbytériens surtout qui sont venus dans les années 1800 quand le pays s'est ouvert à l'Occident. Cependant, pendant sa longue histoire, le pays a souvent été envahi par des puissances voisines, un peu comme le Vietnam, qui l'ont ravagé au moins 5 fois. Depuis les années 50, le pays s'est relevé, restaure sa culture unique et a connu certaines périodes un peu désagréables sous les Japonais, comme Taïwan et comme le Vietnam d'ailleurs. C'est un peuple quand même sympathique, très rieur, extrêmement travaillant, peut-être les plus travaillants de toute l'Asie. Il faut un guide parce que l'anglais est assez rudimentaire. Le tourisme n'a vraiment connu son essor que depuis une dizaine d'années vraiment. Mais ça constitue quand même un pays avec une très longue histoire qui mérite d'être découverte. Afin de vous aider peut-être à pouvoir démystifier cet endroit, Touraille a prévu un circuit spécial accompagné en mai 2013, un circuit pour un petit groupe accompagné de Montréal. Et il va partir donc du 13 mai jusqu'au 2 juin, inclura 15 jours en Corée et une semaine à Taïwan, un pays qui lui est semblable physiquement, mais dont la culture a été très différente. Mais sur le thème des céladons ici, là, qui sont des poteries que vous voyez ici dans le petit carré, Taïwan et la Corée ont beaucoup de choses en commun sur le point de vue de la porcelaine et c'est pour ça qu'on a jumelé ces deux pays. Alors voyons un petit peu plus maintenant la carte du pays et comment ça se situe. Alors sur la côte est ici, un endroit très montagneux. Sur la côte ouest, plutôt des plaines avec des basses collines, un peu le même style que Taïwan ou même le Japon. Donc Séoul, la capitale, qui contient un quart de la population totale du pays, qui est de 50 millions. Elle est à peine à 50 km de la frontière avec la Corée du Nord.
De ce côté, ici, vous avez des grands parcs nationaux comme Soraksan, Songnisan, qui permettent des randonnées à l'automne, beaucoup de sports de montagne. Le village populaire coréen est un endroit où on peut voir un microcosme de sa culture, surtout comment le confucianisme a modelé les relations entre les gens et les rapports entre dirigeants, dirigés et les familles. Busan est la deuxième ville en importance et le troisième port de conteneurs au monde. Gangjin est un site où il y a vraiment le centre de la porcelaine et le centre de production des céladons. Gyeongju, c'est à la Corée ce que Kyoto est au Japon, donc sa ville culturelle par excellence. Et il y a partout des tas de sites intéressants, de dolmens, de sites archéologiques avec des vestiges de dinosaures, etc., etc. Donc vraiment beaucoup de choses dans un petit pays. On s'y rend soit avec Korean Air, à partir de Montréal, Air Canada, Toronto, 1 heure, jusqu'à Incheon, donc l'aéroport de Séoul, à peu près 14 heures, comme pour aller au Japon, et le A380 de Korean Air disponible soit de New York ou de Los Angeles. Vous avez aussi évidemment Air Canada qui fait Toronto-Séoul en direct également. Alors, le nouvel aéroport de Incheon est ouvert depuis 10 ans déjà. C'est un aéroport ouvert 24 heures et d'ailleurs même notre avion d'Air Canada est garé ici en bas avec Korean Air dont c'est la ville principale. Alors, l'aéroport est à 52 km de la ville et est très bien relié donc à la ville par transport public. Alors, quand faut-il y aller? Eh bien, la Corée est vis-à-vis de la pointe sud du Japon et donc elle contient les 4 saisons bien marquées. Alors, le printemps commence vraiment vers la mi-avril, les cerisiers en fleurs commencent début avril, mais le reste de la végétation ne suit pas vraiment jusqu'à la fin avril, début mai, où vous voyez la photo ici avec les azalées. L'été est assez chaud, l'automne quand même est très beau avec des journées claires et brillantes, et l'hiver peut être quand même assez froid, particulièrement en Corée du Nord. Alors pour l'accès, à partir de l'aéroport, vous avez quand même un train rapide qui va de l'aéroport jusqu'en ville. Vous avez 9 lignes de métro à Séoul qui sont très bien indiquées. Les transferts sont très bien marqués. Vraiment un charme à utiliser. Quant au train TGV, le KTX, qui est de fabrication japonaise, il va à 300 km à l'heure en moyenne. Et maintenant, de Séoul à Busan, on y va en moins de 2 heures, alors qu'en période de vacances, on peut y passer quasiment 13 heures sur les routes, comme en France le 1er août. Alors l'hôtellerie est très variée. Vous avez autant d'hôtels de grand luxe, 5 étoiles, 4 étoiles, comme celui de Grand Ambassadeur Pullman que nous allons utiliser pour le circuit du mois de mai. On peut loger aussi dans des Yokuwan, qui sont l'équivalent des auberges traditionnelles japonaises, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les gens parlent beaucoup les langues étrangères dans ces établissements. Il y a les Hanok, qui sont des maisons traditionnelles avec plancher chauffant appelé ondol. Vraiment un charme, surtout quand vous voyagez là dans l'hiver ou peut-être vers la fin de l'automne. Que dire de la cuisine? Eh bien, les Coréens viennent d'origine de Sibérie et par la Chine du Nord, donc une cuisine qui a été faite pour les climats froids. Comme vous voyez ici, dans la première illustration, les choux sont marinés pendant longtemps avec du piment rouge et de l'ail pour faire un condiment qui accompagne presque tous les repas. Beaucoup de pot-au-feu, du riz évidemment avec différents condiments et beaucoup d'utilisation de la viande. Alors, plusieurs pays qui ont été façonnés par le bouddhisme en Asie ont rejeté les produits animaliers, soit fromage, lait, viande, mais en Corée, comme c'est le confucianisme qui a pris le dessus après le XIVe siècle, la viande est revenue dans les mœurs. Mais comme vous voyez ici, beaucoup de petits plats d'accompagnement. La cuisine coréenne est riche en vitamines, beaucoup de légumes et très pauvre en calories engraissantes, donc vous verrez très rarement quelqu'un qui a de l'embonpoint. Alors, comme au Japon, la présentation de la nourriture est magnifique. Voici un repas pour 2 personnes. Oui, 2. Alors, remarquez qu'on a des baguettes et une cuillère. Alors, la cuillère sert pour manger le riz, la soupe et les ragoûts. Les baguettes pour les plats de consistance plus solide, mais généralement pas les deux en même temps. Alors, on sert le thé, la bière et aussi certains alcools torboyaux de fabrication locale. Alors, Seoul, comme on avait mentionné, abrite un quart de la population de la Corée. C'est le centre culturel éducatif
et névralgique du pays comme Tokyo l'est pour le Japon. Beaucoup d'hôtels, d'attractions, de choix de resto. Elle est bâtie à côté d'une rivière, le Han, un peu comme le Saint-Laurent, et surtout bâtie, selon la géomancie, autour de 5 grands palais qui étaient faits évidemment selon le Feng Shui. Ici, une grande avenue qui part du palais Gyeongbok et qui démontre la statue du roi Sejong, un des meilleurs rois de la dynastie Joseon, et l'amiral Yi, qui a été vraiment le héros de la guerre contre les Japonais au XVIe siècle. Parmi les choses à voir, le palais donc, de Gyeongbok, le principal palais des 5, et aujourd'hui, il y a plusieurs salles encore du trône et des résidences qu'on peut voir très bien. Et les bâtiments coréens sont surtout caractérisés par ces peintures de couleurs vives en dessous des entretoits. Pendant la domination japonaise entre 1910 et 1945, ces derniers ont tout fait pour essayer de priver la Corée de sa culture autochtone. On ne sait pour quelle raison, alors que la Corée a été tellement importante dans leur propre histoire, mais aujourd'hui les Coréens ont repris leurs droits et ont remis leur culture à l'honneur. Alors voici un exemple des costumes royaux de la dynastie de Joseon qui a régné à partir de 1392. Alors, comme on voit ici, la Corée n'a rien à envier à ses voisins. Ce pavillon dans le palais de Gyeongbok servait pour les banquets et aussi pour récompenser les titulaires des diplômes des examens impériaux utilisés là pour la classe supérieure. Dans plusieurs des palais, on organise plusieurs fois par jour un changement de la garde. Si vous remarquez bien les costumes ici, ils n'ont rien à voir avec les costumes chinois ou japonais, donc une culture quand même assez distincte. On parlait des Hanok tout à l'heure, alors donc voici une entrée d'une maison Hanok avec un grand portail qui donne dans une cour et les bâtiments sont séparés par hiérarchie. Donc le maître de maison avait ses appartements, la dame de maison avait les siens avec les enfants, les cuisines étaient ailleurs, mais c'était tout réparti un peu comme en Chine aussi, dans un système de cour où le fils aîné aussi avait ses appartements. Alors beaucoup de ces Hanok ont été convertis maintenant en petits auberges ou gîtes du passant. Et dans le quartier nord de Séoul, près du palais Gyeongbok, il y a tout un quartier où on peut loger dans plusieurs d'entre elles. Un des endroits les plus importants, c'est le sanctuaire confucianiste de Jongmyo. Et ici, cet endroit est le seul encore à continuer les rites traditionnels qui vont avec l'honneur de Confucius et aussi l'honneur des tablettes des ancêtres. Et au début du mois de mai, il y a des grandes cérémonies ici qui sont assez uniques car n'existent plus en Asie, peut-être à part le temple de Confucius à Khufu en Chine même. Alors la ville est pleine de quartiers intéressants. En particulier, le ruisseau de Cheonggyecheon était autrefois recouvert d'une autoroute et abandonné. Il y a quelques années, le maire a décidé de la revitaliser. Et un peu comme les travaux du canal de la Chine à Montréal, on a fait une grande histoire de succès où les gens maintenant ont un endroit frais pour aller patauger et profiter un peu de la nature qui revient en ville. Le Musée national de Corée, le 6e plus grand du monde, avec des collections fabuleuses de ces arts et de toutes les importations chinoises et même japonaises. C'est un endroit à ne pas manquer, un des 10 musées principaux du monde. Quant au magasinage, eh bien, Séoul a toujours été connu depuis longtemps comme le paradis du magasinage. Alors, dans les endroits près des grandes portes de la ville où étaient autrefois ces murailles, donc Dong Daemun et Nan Daemun, il y a des marchés qui peuvent rester ouverts toute la nuit. Alors ici, sur les linges, les chaussures sport, vous trouverez énormément d'aubaines à très bon prix. Si les antiquités vous intéressent, la ruine Sadong, qui n'est pas tellement loin du palais Gyeongbok, a des tas de brocantes et beaucoup de choses traditionnelles ici, les masques, les peintures, etc., qui représentent plutôt l'histoire et la tradition coréenne. Il y a quelques années, en 2002, la Corée avait été hôte conjointe avec le Japon dans la Coupe du monde du football et plusieurs stades ont été construits à travers le pays, dans ce magnifique stade à Séoul, en forme de cerf-volant traditionnel. Aujourd'hui, tous ces stades sont très utilisés encore car la Corée met beaucoup d'argent sur le sport et pour garder ces gens actifs. Dans les circuits, vous aurez une visite au village folklorique coréen. Si vous avez la brochure de Touhaï sous la main,
Vous pouvez aller regarder, par exemple, le circuit des trésors royaux, page 97, et voir un petit peu la succession des visites. Alors, ce village compte à peu près 260 maisons et représente toutes les arts traditionnels de Corée, les forgerons, les métiers. Il y a même une prison avec les instruments de torture, etc., les tribunaux. On donne des représentations des mariages, il y a plusieurs spectacles dans la journée. Et comme la plupart des maisons sont bien meublées, ça permet de voir vraiment comment les gens vivaient à l'époque et comment on travaillait sur ces planchers ondol très particuliers. La forteresse de Hwasun, à quelques kilomètres de là, a été bâtie pendant la Révolution française. Pendant plusieurs siècles, la Corée n'avait pas tellement besoin de se défendre contre des envahisseurs étrangers, mais plutôt entre clans locaux. Mais à la fin des années 1500, quand le shogun Hideyoshi a décidé d'envahir la Corée avec des samouraïs très aguerris, la Corée n'était pas du tout prête à cette invasion en règle pour se défendre. Après, donc, on a commencé à bâtir des fortifications beaucoup plus solides. Cette forteresse est un des chefs-d'œuvre de la Corée et celle qui est en meilleur état. Elle a 6 km de pourtour et fait vraiment une très belle balade à l'extérieur. Quant à Panmunjom, eh bien, c'est la seule frontière encore qui existe dans un pays divisé dans le monde après la chute du mur de Berlin et finalement la réunification du Vietnam. Donc un endroit qui est quand même lourd de signification, car en réalité, la Corée n'a jamais signé d'armistice après la guerre de Corée en 1953, et cet endroit constitue quand même un endroit de discussion continue entre les deux Corées, tant pour des échanges de prisonniers que des échanges de familles, et éventuellement une résolution de ce conflit. Alors, il faut faire très attention quand on vient ici. Des instructions très précises vous seront données quant au décorum, l'habillement. S'il vous plaît, ne niaisez pas avec ces choses, car c'est une question vraiment de vie ou de mort. Alors, qu'en est-il vraiment de la situation géopolitique? Si peut-être beaucoup de gens ici ne vont pas en Corée, c'est qu'on entend toujours parler des difficultés entre les deux pays, plutôt belliqueuses. Mais est-ce que c'est vraiment aussi inquiétant que ça? Si on compte 10 millions de visiteurs cette année, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont préoccupés. Cependant, il est important de noter que les autorités nord-coréennes n'ont jamais visé, touché ou ciblé les ressortissants étrangers. Leur principale cible a toujours été les autorités sud-coréennes ou les troupes américaines, mais elles ne les ont jamais attaquées en grand depuis déjà 50 ou 60 ans même. Donc l'objectif était pour réellement la propre survie de la Corée du Nord et elle n'est pas du tout en moyen de confronter physiquement le Sud ni la communauté internationale. Alors il faut mettre de côté ces craintes car elles n'ont vraiment pas de fondement. Alors les Céladons a été une poterie développée au XVe siècle par la Corée d'après des modèles de la dynastie des Song. On a trouvé une pâte qui permettait une couleur bleu-vert unique et plus tard les potiers coréens ont réussi à faire des incisions dans leur poterie qui étaient uniques et qui n'ont jamais été égalées depuis. Pendant plusieurs siècles, ces Céladons étaient offerts comme cadeaux diplomatiques et petit à petit, bon, quand le confucianisme est arrivé, on a délaissé la production de ces céladons et aujourd'hui, on les a recréés. Ça permet de retrouver les techniques anciennes et ça fera quand même l'objet du voyage du mois de mai pour voir là, comment on refait ces magnifiques céramiques. Alors le hangul, comme le Japon et le Vietnam et d'autres pays qui étaient en périphérie de la Chine, leur langue était souvent très différente du chinois. Évidemment, comme le confucianisme a commencé à faire du chemin un peu partout, les lettrés devaient vraiment apprendre le chinois et apprendre à écrire en chinois si on voulait faire des documents gouvernementaux et culturels ou quoi que ce soit. Mais le coréen, comme le vietnamien ou le japonais, ont des structures grammaticales complètement différentes du chinois. Le chinois, c'est un mot par chaque caractère ou symbole, alors que le coréen est une langue qui vient plutôt similaire au finnois ou au hongrois en Europe, plutôt syllabique. Et donc, on avait vraiment besoin de faire autre chose pour aider la population à devenir alphabétisée. Alors, le roi Sejong, en 1446, a décrété cette nouvelle langue qui a été vraiment développée scientifiquement avec un alphabet de 24 lettres et qui a permis maintenant aux gens d'apprendre à écrire leur langue beaucoup plus facilement. Inutile de dire que les lettrés étaient furieux parce que ça leur rendait maintenant le monopole du savoir.
Et ils ont émis pas mal de résistance pour que le commun du peuple puisse apprendre la langue, parce que maintenant, tout le monde pouvait passer à côté d'eux autres. Mais ça a été quand même une réalisation super importante, car la Corée, grâce à cet alphabet, a finalement eu quelque chose qui leur permettait de bien travailler leur langue écrite et parlée. Un peu plus loin, on va aller à Bosong. Alors cette ville-là se trouve sur la côte sud, près de Gangjin, qu'on avait vu sur notre carte tout à l'heure. C'est un des centres principaux de la culture du thé vert en Corée. Elle a été développée par les Japonais dans les années 30 et aujourd'hui fournit plus de 40% du thé en Corée et un thé excellent d'exportation. Un peu plus loin, encore vers l'est, il y a eu à Yosu, sur la côte sud du pays en 2012, une exposition internationale sur les mers et rivages, et qui est terminée maintenant. Mais l'année prochaine, à partir du 20 avril, une autre exposition, Jardin du Monde, un peu comme les Floralis chez nous, verra le jour et durera jusqu'au 20 octobre 2013. Donc nous irons au mois de mai pour aller voir cet événement. Continuant le tour toujours vers l'est, on arrive à Busan. Donc Busan, qui était le lieu de débarquement du général MacArthur pendant la guerre de Corée et un des tournants dans la guerre. C'est la deuxième ville en importance du pays et le troisième port de conteneurs au monde. Et on voit que c'est quand même une ville qui est très montagneuse. 70% du pays est montagneux en Corée, un peu la même proportion qu'au Japon. Et donc on voit ici à quel point c'est difficile aux habitants de se trouver un peu d'espace pour loger. Alors la ville est fameuse pour son marché aux poissons, pour ses plages et son climat agréable. Donc parmi les choses qu'on va visiter, si vous êtes toujours dans la brochure, le jour 6, à la page 97, donc on voit la tour de Busan, le marché aux poissons de Jagalchi, le cimetière de l'ONU, la plage de Hyundai qu'on a vu tantôt. Donc ça permet un peu de voir à quel point cette ville est dynamique. Remontant vers le nord maintenant sur la côte est, nous arrivons à la ville de Gyeongju, le musée sans mur. Alors Gyeongju est à la Corée, ce que Kyoto est au Japon, et tous ces collines que vous voyez en premier plan sont des tumuli ou des tombes royales. Donc comme en Chine autrefois, on enterrait les souverains dans un caveau en forme de dôme et on recouvrait de terre et ensuite d'herbe. Donc tous ces souverains ici reposent en paix et on en a fait un parc. Alors aussi l'hôtel Commodore à Gyeongju, qui est près du lac Bomun. Alors ce lac est à peu près à une dizaine de kilomètres à l'extérieur de Gyeongju, et c'est là où se trouvent la plupart des hôtels occidentaux. L'endroit est très agréable comme lieu de villégiature. Vous voyez ici une photo de ce lac au coucher du soleil, donc plusieurs randonnées en bateau, pédalo, etc. de possibles devant toute cette série d'hôtels. Alors, Gyeongju a été marqué par l'UNESCO puisque plusieurs de ces sites sont au patrimoine mondial. On mentionne que c'est l'un des 10 endroits les plus importants de l'histoire mondiale parce que la Corée, justement, a joué un rôle crucial entre la culture chinoise et la culture japonaise. Ici, le temple de Bulguksa, qui a été construit dans les années 700 de notre ère, vraiment un des plus beaux bâtiments bouddhistes du pays. Et on voit la cour avec 2 pagodes qui sont trésors nationaux à l'intérieur. La dynastie de Shilla qui les a fabriqués était une dynastie particulièrement bouddhiste. Et après le XIIIe siècle, le bouddhisme a connu un sérieux déclin, alors que la dynastie de Joseon a rétabli le confucianisme comme mentalité d'État et relégué les temples bouddhistes en montagne. Était-il craintif du pouvoir des prêtres d'accaparer beaucoup de terrain? Était-il aussi préoccupé aussi par la vision un peu fataliste du bouddhisme vers le futur et la vie qu'il considérait toujours comme une illusion, alors que le confucianisme est beaucoup plus pragmatique et est concerné pour l'aujourd'hui et comment trouver sa place dans la société, qui sait. Donc la grotte de Sokuram ici est un chef-d'œuvre d'ingénierie aussi parce qu'elle a été faite aussi dans les années 500 et à l'époque les techniques de voûte étaient quand même assez sophistiquées. Voici un observatoire astronomique dans le coin des tumuli. Allant maintenant vers le centre du pays, on va faire un petit détour au temple de Hainsa.
Alors, ce temple-là est particulièrement célèbre parce qu'il abrite peut-être une des œuvres d'art les plus étonnantes de toute l'Asie. Dans les années 1200, les troupes mongoles sous Gengis Khan ont attaqué la Chine et voulaient aussi envahir la Corée. Par crainte de cet événement, on a essayé d'invoquer le Bouddha et décidé de faire une copie complète de tout le canon des écritures bouddhiques et le faire un peu en offrande pour se protéger. Malheureusement, les Mongols sont venus pareil et ont complètement ratiboisé cette première collection. Et quand on imagine le travail de graver 80 000 tablettes de bois avec toutes les écritures bouddhistes en chinois comme cela, l'énorme travail que ça représentait et les larmes qu'ont dû verser les sculpteurs quand ça a été mis à sac. Mais on ne s'est pas laissé abattre pour autant et on a recommencé. Et aujourd'hui, ce temple abrite deux énormes pavillons qui ont été construits spécialement avec un système de ventilation hors pair pour protéger toutes ces tablettes. Et aujourd'hui encore, elles constituent la référence en matière d'écriture bouddhique et beaucoup d'érudits viennent ici pour étudier ce canon puisqu'elle est vraiment la version définitive de ces écritures. Beaucoup de gens maintenant sont intéressés d'aller en Corée pour aller séjourner dans un temple au moins une nuit. Donc on suit les méditations des moines, on mange de la cuisine végétarienne et on s'introduit un petit peu là donc à la méditation et toutes ces techniques de paix relative. On descend maintenant à Daegu, qui est à peu près à 1h30 du temple de Hainsa, et on va passer une nuit ici. Daegu est le centre de la production textile de Corée et aussi un de ses centres médicinaux les plus importants. Il y a 300 écoles de médecine ici et cliniques médicales. La Corée est un chef de file dans la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Donc, ça vaut la peine d'arrêter et voir un petit peu toutes les concoctions qu'on prépare là pour se faire soigner. Il y a plus de 400 festivals à longueur d'année en Corée. On en voit quelques-uns ici. Celui-ci est le festival de la boue à Boryong sur la côte ouest. C'est à peu près à mi-chemin entre Gangneung et Séoul. Et de là, la boue est très thérapeutique, mais ça sert surtout de prétexte pour bien s'amuser et faire les fous. En bas, le miracle de Moïse entre deux îles de la péninsule vers le sud, où la marée descendante laisse un espace de plusieurs mètres où les gens peuvent traverser à sec. Et ici, les lanternes qui accompagnent la naissance de Bouddha. Pendant tout le mois de mai, les temples sont très décorés et illuminés pour lui faire honneur. Au mois de mai, sûrement, dans le voyage des Céladons, nous en verrons plusieurs. On quitte Daegu maintenant vers le nord, toujours, et on va aller retrouver la ville de Andong et le village confucéen de Hahoe. Alors, Andong est aujourd'hui peut-être un des fleurons de l'architecture traditionnelle confucianiste en Corée, un village vivant, puisque là et à Hahoe, les gens vivent encore dans les maisons et vivent presque comme dans ces temps antiques. Alors, on peut voir ici dans cette gravure une représentation de la maison, ou de la partie de la maison du Yangban, donc le maître de maison. Les Yangban étaient la classe supérieure et ici, donc, il accueille des visiteurs. Et c'était le maître de maison qui recevait toujours les visiteurs dans ses appartements. Et donc, les dames venaient les servir, surtout pas mal d'alcool, rire, etc. Alors, c'est un endroit où on peut voir aussi des danses de masques. Elles ont peut-être donné naissance au théâtre No au Japon, qui aussi est représenté sous des masques. Alors, peut-être dans le voyage du mois de mai, on aura l'occasion d'être là pour observer et assister à une de ces danses très comiques qui sont des satires surtout sur la vie sociale. Toujours beaucoup plus au nord, on a le parc de Soraksan. Alors, ces montagnes s'enchaînent avec les collines de diamants qui vont en Corée du Nord. Et ça reste quand même un endroit de villégiature super intéressant. Comme on voit, les montagnes sont assez escarpées. Il y a beaucoup de sentiers nature où, en n'importe quelle saison, les randonneurs peuvent trouver leur joie de voir donc ces grandes cimes et voir la flore et la faune de Corée. On va faire une petite pointe maintenant complètement dans le sud à l'île de Jeju, qui est 85 km au large des côtes. C'est une île très volcanique, une île qui ressemble à Hawaï, et c'est peut-être le lieu de villégiature préféré des Coréens pendant l'été, qui vont voir une culture très différente.
Jeju est composé de roches volcaniques, alors il y a 360 restes de volcans sur cette île seulement. Elle est caractérisée aussi par les plongeuses qui vont chercher des fruits de mer, les huîtres et les perles, comme à Toba au Japon. Les gens sont beaucoup plus relax. Les maisons sont gardées par des espèces de tignomes en lave, un peu comme les tikis à Hawaï. Et on voit ici beaucoup de phénomènes naturels, des grandes cascades, le pic de l'aurore qui est le premier à voir le soleil en Corée, des grottes et des tunnels de lave avec ce passé tortueux. Donc un endroit quand même assez intéressant à aller voir, un climat tropical et très agréable à les visiter à n'importe quelle période de l'année. Donc, quoi faire d'autre en Corée? Comme vous voyez, on a déjà eu pas mal d'activités. Alors, il y a des démonstrations de taekwondo que vous connaissez peut-être ici sûrement. Au centre du pays, un grand centre de taekwondo est en construction qui sera ouvert l'année prochaine ou en 2014, le Kukkiwon, qui aura vraiment un centre d'éducation du taekwondo, de formation des maîtres, etc. Hallyu et la vague coréenne, donc il y a beaucoup de sites de tournage des nombreuses mini-séries télévisées sur des épopées historiques et des histoires d'amour invraisemblables, mais qui font fureur partout en Asie. Vous avez des spectacles de breakdancing, les K-Boys par exemple, de culture populaire, le Nanta et d'autres phénomènes modernes. Il y a le Grand Prix de Formule 1 en octobre, donc vers le sud du pays. Et pour beaucoup, peut-être vous ne connaissez pas le mouvement Cheetah Slow, littéralement ville lente. Alors, il y a 4 villes en Asie de son regroupement qui sont en Corée. Le mouvement Cheetah Slow essaie de contrer un peu le développement touristique à outrance avec tous ces restaurants de chaînes modernes, etc. et essaie de donner aux gens une occasion de connaître vraiment la culture et la vie locale tranquillement, sans se presser, sans tous ces gadgets modernes. Ils sont donc près de Bosong, dans la province de Cholanamdo, et il est possible aussi de pouvoir faire des voyages qui tournent autour de ces villes. Et c'est bien que la Corée donc ait compris l'importance aussi de pouvoir visiter ce pays sans être envahi par le modernisme. Évidemment, le tourisme médical en plein essor, comme à Singapour et en Thaïlande, la Corée est un des chefs de file de la médecine moderne. Alors, Touhai fait la Corée depuis très longtemps. D'ailleurs, on est à peu près un des seuls grossistes encore au Québec à vendre la Corée. Nous n'avons jamais abandonné ce pays qui a tellement de choses à offrir, même si pendant longtemps, les gens n'avaient aucune exposition à cet endroit. Est-ce que la communauté coréenne de Montréal est tellement discrète que personne n'a vu ce qui se passe et n'a jamais pensé à aller là? C'est dommage aussi que la géopolitique donne toujours une image négative de cet endroit, mais comme vous avez vu dans ce court diaporama, la Corée est vraiment riche en toutes sortes de choses. Beaucoup de gens sont étonnés de la vitalité et de l'énergie qui se dégage de ce pays, qui est toujours en compétition avec son voisin en face, mais qui a su quand même garder une culture distincte qui mérite d'être vue. Alors, on peut y aller avec Korean Air, on peut y aller avec Air Canada, par Qatar Airways de Montréal, par Doha et à Séoul, donc beaucoup de moyens intéressants. Ça fait des années qu'on travaille avec l'Office de tourisme de Corée, qui, comme vous l'avez vu au Salon du Voyage, offre des publications en français de très bonne qualité sur la Corée et qui permettent vraiment de bien connaître ce qui en est. Nous essayons de faire des voyages interactifs au meilleur rapport qualité-prix. Notez que la Corée est une destination quand même assez dispendieuse parce que la plupart de sa clientèle vient soit de Chine ou du Japon et les gens sont prêts à payer cher. Donc avec cet élément, les Nord-Américains se trouvent un peu désavantagés au niveau des tarifs, mais on a vu depuis quelques années beaucoup de nouvelles chaînes d'hôtels plus modestes s'installer qui coupent un peu maintenant le choix entre vraiment sac à dos et hôtel de luxe. Donc, on peut quand même faire des voyages à des prix intéressants. Il y a des passes de train avec le KTX qui sont disponibles. Et il n'y a pas besoin de visa pour aller en Corée, heureusement. Mais si vous avez besoin d'aller ailleurs, allez voir sur notre site tourai.com sous la rubrique visa, où vous aurez tous les formulaires et les indications nécessaires pour pouvoir faire une application éventuellement. Malheureusement, pour la Corée, on peut y rester 3 mois comme Canadien sans avoir besoin de visa. Alors, pour réserver votre voyage, consultez votre conseiller en voyage.
Et cependant, il est fort probable que votre conseiller ne soit pas tellement familier avec la Corée, simplement parce que la demande est encore latente. Donc, nous vous encourageons peut-être de contacter Voyage Saint-Louis et Madame Nicole Grenon, dont vous voyez l'adresse courriel ici à l'écran. Comme leurs bureaux sont dans notre édifice, on peut intervenir aussi dans le voyage et conseiller comme il faut. Mais ne négligez pas cet endroit, vous ne regretterez pas de y aller. Qu'en est-il de la communication sur place? Eh bien, le service du tourisme a mis sur place un numéro de téléphone d'urgence, le 1330, où vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui parle anglais en tout temps. Mais si vous êtes mal pris, même dans les taxis, on peut vous passer une ligne avec ce numéro pour vous tirer d'affaire. Alors, les gens sont quand même assez hospitaliers et vous aideront dans vos démarches de voyage. Alors, n'hésitez plus, faites partie des 10 millions qui visitent la Corée et allez voir ceux qui se cachent dans ce meilleur secret gardé de l'Asie. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. On espère que ça vous donnera le goût d'aller la voir en 2013 et nous vous invitons donc à venir voir avec nous ce pays combiné avec Taïwan l'année prochaine, une destination aussi qui mérite d'être vue et qui fera l'objet d'un autre diaporama, une autre conférence publique, probablement début 2013. Alors, nous vous remercions pour votre attention et on vous dit Kamsamnida, merci et au plaisir de vous revoir donc dans un prochain avenir pour une autre de nos conférences sur l'Asie. Alors, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.